Monsieur le professeur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Victor Hugo, chers partenaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue et vous remercie de votre présence ce soir. Je suis très heureux d'accueillir ce soir l'éminent mathématicien qui est Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields de 2010. Et je sais que vous êtes impatient de l'écouter, donc je serai aussi bref que possible. Et je ne reviendrai pas sur sa biographie, car je crois que Martial de Calbiac va en dire quelques mots après moi. Donc vous connaissez tous notre orateur. Et cette ambassade, comme vous le savez, a parmi ses priorités la promotion de la coopération et de l'excellence scientifique française. La France est une grande nation scientifique. Nous avons 11 lauréats, si je ne me trompe pas, de la médaille Fields, qui sont français. Et nous nous situons, si je ne me trompe pas, au second rang après les États-Unis pour ce beau palmarès. La France fait également partie des pays les plus représentés parmi les lauréats du prix Nobel, avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce soir, je souhaite tout particulièrement rendre hommage à l'engagement de Cédric Villani pour la promotion des mathématiques et des sciences auprès des jeunes générations. Je vois qu'il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont parmi nous et je suis très heureux. En complément de son rôle d'enseignant à l'École normale supérieure de Lyon, il parcourt le monde et a à cœur de rencontrer les élèves et étudiants pour faire rayonner les mathématiques et susciter les vocations. Cet après-midi, si je ne me trompe pas, professeur, vous avez rencontré au lycée de l'Athénée les élèves des séries scientifiques. Et demain matin, vous serez au lycée Vauban. Je salue les deux directeurs de ces établissements présents ce soir qui ont soutenu l'organisation de ces rencontres. Mes remerciements vont également aux professeurs de mathématiques de ces établissements pour leur engagement auprès des élèves. Certains sont présents ce soir et sont venus accompagnés par quelques-uns de leurs élèves. Pour conclure, je souhaite remercier très sincèrement nos fidèles partenaires qui ont permis l'organisation de cette belle soirée dans un très beau lieu. La société AG2R, La Mondiale et CAMCA, l'association Victor Hugo. Et je salue à ce titre Martial de Calbiac, M. Fabrice Sauvignon et Thierry Rochelle. Et je laisse sans plus tarder la parole à Martial. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, difficile de prendre la parole entre deux orateurs prestigieux. En mathématiques, ce moment particulier doit probablement s'appeler un intervalle. Cher auditoire, je vous rassure, tout de suite, je ne suis pas là pour tenir le micro, mais le président de l'association Victor Hugo a demandé à l'un des deux partenaires assureurs de cette conférence de bien vouloir présenter notre orateur du jour. Je m'exécute de très bonne grâce et je peux le dire avec une certaine gourmandise. Ça fait presque 50 ans que j'attends de m'offrir un prof de maths et voilà que le rêve devient réalité. Cher monsieur Villani, vous êtes né en 73, l'année de mon baccalauréat. Section D parce que j'étais vraiment trop nul en maths pour faire C. Et comme je connais le jour exact de votre naissance et sans le secours du moindre actuaire, je peux conclure que vous êtes encore dans votre 41e année. Vos parents sont enseignants en lettres, ce qui démontre que les littéraires font des matheux. Je me demande par contre si l'inverse fonctionne. Autrement dit, les matheux font-ils des littéraires? À moins qu'il ne faille parler de réciproque plutôt que d'inverse. Vous avez effectué votre scolarité à Brive, puis Toulon, ce qui fait nécessairement de vous un spécialiste du rugby, donc disposant d'un cerveau développé pour en comprendre les règles, CQFD. Et comme tout brillant fils d'enseignant, vous passez par Louis le Grand en prépa avant d'intégrer l'École normale sup de Paris. Je le dis ici pour nos amis non français, moins au fait des méandres et arcanes des études supérieures en France, il s'agit de l'école qui fournit les professeurs à Polytechnique. En quelque sorte, les F2X, F pour formateur. Il paraît que l'on vous surnommait Marsu. Par souci de brièveté et de discrétion dans vos propos, je n'ai pas creusé les raisons de ce surnom. Je vais vite en quelques chiffres ou dates. 1996, agrégé préparateur à Normal Sup. 1998, votre thèse, contribution à l'étude mathématique des gaz et des plasmas. 1999, professeur invité à Georgia Tech. 2000 à 2010, professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon. 2001, prix Louis Armand de l'Académie des sciences. 2003, prix Péco Vimont. 2004, professeur invité au Miller Institute à Berkeley.
2007, prix Jacques Herbrand, 2008, prix de l'European Mathematical Society, 2009, professeur invité à l'Institute for Advances Study of Princeton, 2009, directeur de l'Institut Poincaré et prix Henri Poincaré, le bien nommé pour les matheux. 2009, prix Fermat. Depuis 2010, professeur des universités à l'Université Claude Bernard. 2013, professeur invité au Mathematical Sciences Research Institute de Berkeley. Je m'arrête là sur le parcours, sinon ce n'est pas vous que l'on sera venu entendre. Ce qui a fait de vous un personnage plus grand public, c'est cette médaille Fields que vous recevez lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès international des mathématiciens de 2010 à Hyderabad, en Inde. Méchant Alfred Nobel qui préférait la littérature et la poudre, mais ne savait pas compter et a donc d'oublier d'honorer les mathématiques d'un prix prestigieux. Soyons donc un peu franco-franchouillards ce soir. La médaille Fields, surtout quand on la donne à un Français, c'est encore mieux qu'un prix Nobel, et toc. Mon rôle était de vous chauffer la salle, si tant est qu'elle en avait besoin. Permettez-moi donc de terminer en apothéose, en résumant vos travaux, ce qui, somme toute, est chose assez aisée. Théorie des équations dérivées partielles de la physique statistique, en particulier sur l'équation de Boltzmann avec démonstration consécutive sur la production d'entropie dans la dite équation. Établissement ensuite des estimations de convergence vers l'équilibre, toujours pour la même équation, mais dans un contexte non perturbatif et sous l'hypothèse de régularité uniforme. Puis vous avez tout de même établi que l'amortissement Landau s'applique dans un contexte perturbatif non linéaire. Vous avez également travaillé sur la théorie du transport optimal, qui n'a absolument rien à voir avec le futur tramway de Luxembourg. Enfin, vos autres travaux incluent aussi des applications à la géométrie différentielle, liant la courbure de Ricci, le transport optimal et l'entropie. J'en repère dans la salle qui commence à avoir un peu peur. Mesdames et messieurs, chers amis, l'éléphant a attrapé un gros rhume. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Il éternue et se mouche sans arrêt. Il doit changer son mouchoir toutes les demi-heures. Le vétérinaire consulté indique que son rhume va durer 8 jours. Calculez en hectares, arts et centiares la surface des Kleenex que l'éléphant va utiliser, sachant qu'un mouchoir d'éléphant est un carré de 6 mètres de côté. Cher public, vous avez 75 minutes, mais je vous laisse entre les mains du meilleur professeur possible. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, cher président délégué, chers amis, chers collègues. On va parler ce soir de mathématiques. On va en parler d'une manière qui ne soit pas scolaire, mais d'une manière qui soit un peu culturelle, on va dire, quelque chose qui va vous le présenter comme faisant partie intégrante de choses qui vous sont bien familières. L'exposé va s'intituler « Des triangles, des gaz, des prix et des hommes ». Et c'est un exposé, vous voyez, avec ce titre ambitieux, qu'on va parcourir du terrain. Et pas seulement dans le domaine scientifique, proprement dit. On va commencer par rappeler, avec une petite référence littéraire, quelque chose qu'il est bon de comprendre sur le statut des mathématiques ou de la mathématique. J'aime bien employer le singulier. Est-ce que... Je me demande si on n'aurait pas un meilleur résultat en diminuant la luminosité par ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore? Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Qu'en pensez-vous? Ok. Alors ça, c'est une image que certains d'entre vous auront peut-être reconnue. La Dame de Chalotte, un poème de la littérature anglaise, Alfred Lord Tennyson, dans laquelle cette pauvre dame de Chalotte est une noble dame du temps jadis, du temps arthurien, enfermée dans une tour, victime d'un sort maléfique qui l'empêche de regarder le monde directement, par la fenêtre par exemple. Tout ce qui lui est permis, c'est d'utiliser le miroir qui reflète la réalité pour en prendre connaissance. Et dans le poème, tout se passe comme ci, comme ça, jusqu'à ce que passe Lancelot du Lac, qui est tellement beau
qu'elle ne peut s'empêcher de le regarder directement. Et la malédiction s'accomplit. La pauvre dame de Chalotte meurt, son corps dérive tragiquement sur la rivière, et ainsi de suite. Un poème tragique. Un poème tragique, et on a beaucoup fait couler d'encre pour savoir s'il y avait une idée particulière derrière la tête de l'auteur quand il a évoqué cette légende, et s'il pensait à quelque chose en particulier, d'une manière allégorique. Comme il n'a pas donné d'indication, j'aime bien penser que c'est une allégorie du mathématicien, ou en l'occurrence de la mathématicienne, condamnée par un sort malicieux à n'observer la réalité qu'au travers des formules et des équations, reflet de la réalité. Interdiction d'explorer le monde, comme le ferait un scientifique avec des expériences, en interrogeant la nature, comme l'aurait dit Buffon, mais obligation de le faire au travers des formules. C'est ça qu'il faut garder en tête. On va voir des formules, on va voir des équations, mais il s'agit toujours du reflet de la réalité. Soit du reflet de la réalité physique, soit du reflet de la réalité conceptuelle, de procédures, de choses, de comportements qui peuvent se présenter à vous dans la vraie vie ou autour de vous. Ici, quelques exemples de ces formules qui vont aider la mathématicienne à prendre connaissance du monde extérieur. Ce peut être des équations. Par exemple, si vous prenez une bouteille d'eau, que vous agitez la bouteille, que vous demandez ce qui se passe à l'intérieur, ou que vous déversez, que vous faites couler la bouteille, vous pouvez vous demander comment prédire ce qui va se passer. Pendant très longtemps, on n'avait pas d'autre moyen de le faire que de réaliser l'expérience et de voir ce qui se passait. Ou quand on voyait un cours d'eau, pour savoir quels étaient les paramètres sur lesquels agir pour faire bouger ce cours d'eau, comme ceci ou comme cela, on ne pouvait rien faire d'autre que de faire l'expérience, ou de sentir le cours d'eau, ou de mettre un instrument de mesure. Et puis, au fur et à mesure, on s'est doté d'équations qui représentent le cours d'eau, qui permettent de le modéliser, qui permettent de le prédire, qui permettent de le simuler. Et on s'est ainsi doté d'un outil de prédiction par rapport à la réalité extérieure qui s'est avéré extrêmement efficace quand on a pu le maîtriser. Et puis, cet outil qui s'appliquait à la rivière, il va s'appliquer aussi à l'océan, il va s'appliquer aussi à certains gaz, il va s'appliquer à beaucoup de choses. Une même équation va pouvoir servir dans différents contextes. La force du formalisme abstrait et du fait de passer par des équations, c'est qu'une même équation peut revenir dans différents contextes. On en verra des exemples dans l'exposé tout à l'heure. Et ça, c'est une démarche, cette idée d'avoir un reflet abstrait de la réalité qui peut sembler réducteur a priori, qui s'avère extrêmement fécond et extrêmement précis, qui permet d'explorer des domaines où l'intuition ne suffirait pas, où l'expérience ne suffirait pas. Mathématiques, c'est une discipline, c'est une façon de voir les choses, c'est aussi une communauté, avec ses règles, ses codes, ses conférences, ses colloques, ses habitudes et tout ce que vous voulez. Dans le monde, ça se compte en centaines de milliers, le nombre de mathématiciens. C'est un nombre important. Il y a plus de mathématiciens vivants aujourd'hui que le total de tous les mathématiciens morts depuis la nuit des temps. Et ça ne cesse d'augmenter. Et sachant que chaque mathématicien démontre en moyenne au moins un théorème par an, vous voyez que le corpus mathématique augmente chaque année de plusieurs centaines de milliers de théorèmes. C'est une discipline en expansion, comme les autres sciences. Une discipline de laquelle il est devenu impossible d'avoir une vision globale, comme les autres sciences. Et c'est une discipline qui est en permanent mouvement. Contrairement à ce qu'on pourrait souvent penser, en mathématiques, vous n'avez pas un ensemble de règles et de théorèmes figés, vous avez un ensemble qui est sans cesse mouvant, avec des problèmes qui sont résolus chaque année, et des problèmes qui restent obstinément insolubles, du moins en apparence. Et chaque année, plus il y a de problèmes résolus, plus il y a aussi de problèmes non résolus, parce que chaque problème résolu entraîne plusieurs problèmes nouveaux qui se posent, et ainsi de suite, dans un mouvement incessant. Si vous demandez à un mathématicien quel est le problème de mathématiques le plus important, celui qui lui tient le plus à cœur, vous obtiendrez une réponse qui variera d'un mathématicien à l'autre. Mais si vous lui demandez quel est le problème de mathématiques le plus célèbre qui soit, presque à coup sûr, il vous répondra l'hypothèse de Riemann.
l'hypothèse de Riemann, je l'ai appelée ici de manière un peu pompeuse, le mystère le plus profond de notre temps, mais c'est vrai que dans tous les mystères qui agitent les mathématiciens, il n'y en a pas un qui soit considéré comme plus fondamental et plus profond, peut-être. Aussi parce qu'il fait appel à des choses élémentaires, un énoncé assez élémentaire. Et puis parce qu'il nous a été légué par Bernhard Riemann, l'un des mathématiciens, l'un des scientifiques les plus extraordinaires qu'on ait connus, au milieu du XIXe siècle. Cette hypothèse de Riemann, qu'est-ce qu'elle dit? Elle porte sur une fonction assez simple. Je ne sais pas si tout le monde voit au fond ici, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, vous pouvez prendre la formule, je vais la lire. Prenez une fonction, un paramètre S, un nombre, et vous faites la somme des inverses des nombres entiers pris à cette puissance S. Par exemple, si S égale 2, vous allez prendre la somme des inverses des carrés de tous les nombres, on l'appellera zeta de 2. Si S est égal à 3, vous prendrez la somme des inverses des cubes de tous les nombres, on les appellera zeta de 3, et ainsi de suite. Et il y a une façon d'étendre cette fonction à tous les nombres complexes. Un nombre S avec une partie réelle et une partie imaginaire, un nombre qu'on représentera donc comme un point dans un plan. Et on peut se demander, cette fonction, où est-ce qu'elle s'annule? Et on sait qu'elle s'annule, une fois qu'on l'a bien définie, sur tous les entiers négatifs, pairs. Et on sait qu'il y a une infinité d'autres valeurs pour lesquelles elle s'annule. Et Riemann a conjecturé, a pensé, a émis l'hypothèse que toutes les autres valeurs où elle s'annulait étaient toutes alignées dans le plan, sur une droite verticale. Bon, comment faire pour vérifier si Riemann a vu juste? Ben, on peut calculer toutes ces valeurs, ou du moins autant qu'on veut, et vérifier si elles sont alignées. C'est ce qu'on a fait, et d'ailleurs, dès que les êtres humains ont commencé à construire des ordinateurs, ça fait partie des problèmes qu'ils ont donnés aux ordinateurs, calculer les zéros de la fonction de zeta. Nos jours, on a calculé des dizaines de milliards de ces zéros, et ça continue. Et tous les zéros qu'on a trouvés depuis toujours, ils sont tous alignés. Tous alignés sur une droite verticale. Est-ce que la conjecture est pour autant démontrée? Non. Et ça vous dit quelque chose d'intéressant. Mathématiques, c'est le seul domaine d'activité humaine dans lequel 1 milliard de preuves concordantes ne valent pas, 1 milliard d'indices concordants ne valent pas preuve. N'importe où, si vous avez 1 millier d'indices qui concordent et qui en plus sont improbables, hein, vous calculez un nombre, quelle est la probabilité pour qu'il soit exactement d'abscisse égale à 1,5? Rien du tout. Et vous trouvez ça 1 milliard de fois, vous allez dire, ben donc c'est vrai. Ben non, pas en mathématiques. Parce qu'en mathématiques, une vérité n'est acceptée que si elle découle d'un raisonnement logique et non de l'expérience. Même si 1 milliard d'expériences concordantes donnent le même résultat, vous n'admettez pas cela comme vérité. Voyez en cela que la mathématique, c'est une science extrême. C'est bien une science, mais dans laquelle on pousse le doute et la foi en la logique jusqu'à l'extrême. Et pour ça, peut-être, c'est pour ça que c'est une science indispensable aux autres, avec son petit grain très particulier par moment. Alors pourquoi on s'intéresse à cette conjecture? Vous allez me dire, ben parce qu'elle est liée à d'autres problèmes. Plus un problème est lié à d'autres problèmes, plus intéressant pour un mathématicien. En particulier les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est briques élémentaires, comme 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., mais pas 9. Ces nombres élémentaires qui permettent d'exprimer tous les autres par produit, eh bien, on se pose des questions sur leur répartition depuis très longtemps. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un courrier électronique de quelque illuminé qui m'explique avoir découvert la loi qui régit l'apparition des nombres premiers, et ainsi de suite. Eh bien, cette hypothèse de Riemann, si elle est vraie, elle nous dit que, quelque part, les nombres premiers, si on les regarde d'assez loin, avec suffisamment de recul, ils apparaissent distribués de manière aléatoire, avec une distribution assez précise. Et donc, ils sont fascinants quelque part. Elle est fascinante, cette hypothèse de Riemann, parce que derrière ces énoncés simples, il y a quelque chose de profond sur la distribution des nombres entiers, nombres premiers. Elle est aussi liée à des problèmes, encore mal compris, par exemple de physique fondamentale. Par exemple, les statistiques des niveaux d'énergie d'un atome abstrait, aléatoire, sont exactement les mêmes que celles des zéros de la fonction de zeta de Riemann. Et personne ne comprend pourquoi. Même si vous n'avez pas compris l'énoncé exact que j'ai dit là, vous avez vu qu'il énonce une relation entre le monde de la physique quantique, le monde des probabilités et le monde de la théorie des nombres. Pourquoi? Bien malin qui saurait le dire. Et il y a comme ça de nombreux mystères liés à cette hypothèse qui font qu'elle est précieuse aux yeux des mathématiciens, précieuse et mystérieuse. Il y a $1 million offerts pour la solution de l'hypothèse de Riemann, mais
c'est certainement pas ça qui va faire avancer sa résolution. Il y a beaucoup de façons plus faciles de gagner $1 million dans la vie. Il y a quelques années, le Guardian a titré que le Saint Graal mathématique pourrait apporter le désastre à Internet et parle de ces problèmes à $1 million mis à prix par le Clay Mathematical Institute. Alors pourquoi ils ont dit ça? Si on essaie de reconstituer ce qui s'est passé dans la tête du journaliste, on comprend. L'hypothèse de Riemann est liée au nombre premier. Les nombres premiers ont longtemps été utilisés comme le Saint Graal en cryptographie pour assurer la sécurité des données sur Internet, parce que c'est très difficile de factoriser un très très grand nombre en nombre premier. On comprend aussi que le journaliste n'a rien compris, parce que, vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'hypothèse de Riemann est vraie, les nombres premiers sont distribués à peu près aléatoirement. Bon sang, en quoi ça va nous aider de savoir qu'ils sont distribués aléatoirement si on veut trouver les nombres premiers qui composent un très très grand nombre? Vraiment à rien. Mais comme je vous disais, on n'a pas besoin d'une conclusion catastrophiste comme ça, du fait que ça pourrait casser les codes Internet. On sait pourquoi c'est important, parce que c'est relié à d'autres questions mathématiques et scientifiques. Riemann, il ne nous a pas laissé seulement cette hypothèse. Riemann, il y a une carrière extraordinaire qui couvre l'ensemble des disciplines mathématiques. En particulier, on lui doit la géométrie non euclidienne moderne, dite géométrie riemannienne. Le formalisme dans lequel on construit toutes les géométries non euclidiennes, géométries non plates, des géométries dans lesquelles les unités de longueur peuvent varier d'un endroit à l'autre, dans lequel le plus court chemin entre deux points ne sera pas une droite. Pourquoi pas? Après tout, le plus court chemin pour aller d'ici au pôle Nord, c'est certainement pas une droite, c'est une courbe le long de la surface de la Terre. Et puis, Riemann nous a donné les outils de base qui permettent de comprendre ces géométries, en particulier la notion de courbure. La courbure de Riemann, c'est une quantité qu'on définit de manière précise et qui nous indique en particulier si les géodésiques ont tendance, les géodésiques, ces courbes de plus court chemin d'un point à un autre, ont tendance à se rapprocher ou à s'écarter davantage que les courbes, que les droites, dans le plan. Courbures positives, deux géodésiques auront tendance à se rapprocher plus vite que des droites, ou à s'écarter moins vite que le ferait des droites. En courbures négatives, elles auront tendance à s'écarter plus vite que ne le feraient des droites. À partir de cette simple idée, vous pouvez construire tout un monde dans lequel vous allez analyser avec l'outil de la courbure différentes géométries, leur trouver des points communs, les classer et quelque part les comprendre. Et puis tout ce que vous avez appris sur les triangles dans un espace euclidien, dans un plan, ça sera faux dans ces nouvelles géométries. Mais en fonction du signe de la courbure, vous reconnaîtrez que les triangles, ils ont telle ou telle forme. Un modèle de géométrie à courbure négative, c'est le célèbre espace hyperbolique, une des grandes découvertes du XIXe siècle, dans laquelle, ici, les distances varient d'un endroit à l'autre. Ça a été représenté par l'artiste Escher. Plus vous vous approchez du bord de ce disque, plus l'unité de longueur est petite, et tous les poissons qui sont représentés ici ont donc la même longueur dans cet espace hyperbolique. Et si on trace un triangle fait de 3 courbes géodésiques dans cet espace hyperbolique, fait de 3 droites, si l'on veut, dont chacune est de longueur infinie, finalement, on obtient un objet qui est plus maigre que nature. La somme des angles, par exemple, est strictement inférieure à 180 degrés. C'est un triangle typique de géométrie hyperbolique. Et plus on agrandirait le triangle, plus la somme des angles serait petite. Et au contraire, si on se place en géométrie à courbure positive, comme la surface d'une sphère, les triangles seront plus gras que nature. Vous voyez ce triangle ici. 3 angles droits, soit 270 degrés au total. Tout à l'heure, avec les lycéens, on a joué au jeu de trouver quelle était la plus grande somme des angles qu'on pouvait avoir pour un triangle tracé sur une sphère. Et au bout de quelques temps, ils ont trouvé qu'on pouvait imaginer des triangles tels que la somme des angles soit égale à 540 degrés. Et j'ai expliqué que dans un triangle tracé sur une sphère, la somme des angles est toujours comprise entre 180 et 540 degrés. Et plus le triangle est gros, plus la somme des angles est grande. C'est le contraire de ce qui se passe avec l'espace hyperbolique. Et vous avez comme ça tout un monde, toute une géométrie courbée qui se dessine et qui rend de grands services à l'humanité depuis le XIXe siècle.
Regardez ce que je vous disais sur les géodésiques qui s'écartent moins vite. Prenez ici, les géodésiques sont comme ces grands arcs de cercle. Elles se croisent ici, disons que c'est le pôle nord, et elles vont se recroiser plus loin au pôle sud. Dans le plan, quand deux droites se croisent, c'est une fois et c'est tout, une fois pour toujours. Vous n'avez jamais deux droites qui se croisent et qui vont venir se recroiser une seconde fois. Mais dans un monde à courbure positive, ça peut très bien se produire. Elles vont se croiser et puis se recroiser une seconde fois, ce qui est bien en accord avec le fait qu'elles s'écartent moins vite l'une de l'autre que ce que feraient deux droites. Alors, ici, à partir de là, vous avez tout un monde qui vous permet d'apprécier la géométrie et de les comprendre. Et puis, vous avez de belles choses aussi qui en découlent. Alors, cette image a été prise dans un très bel endroit, le musée du corail hyperbolique à Dublin. Et si vous allez à Dublin un jour, allez visiter ce musée, vous y trouverez ce genre de choses. Je ne garantis pas que vous y trouverez la charmante actrice qui pose ici, en faisant de la balançoire, à travers les récifs, au milieu des récifs de corail hyperbolique, mais vous y verrez ce genre de choses. Ça a été tricoté selon une règle simple, courbure négative constante. On retrouve les mêmes rapports à la surface de ces petits objets entre les angles et les surfaces que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'espace hyperbolique. Si on traçait un triangle géodésique ici, on verrait qu'il y a un rapport direct et simple entre sa surface et la somme des angles, et la somme des angles est toujours inférieure à 180 degrés. Courbure négative constante. Et regardez, on a l'impression de voir une forme vivante. Courbure négative constante, c'est aussi ce qu'on voit sur cette forme, la pseudosphère, exposée il y a quelques années dans une exposition à Paris à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, intitulée « Mathématiques, un dépaysement soudain ». Et courbure négative constante, c'est aussi ce qu'il y a derrière cet objet qu'on voyait dans cette œuvre des artistes digitaux Palais et Bénard, une œuvre qui a gagné un prix de représentation informatique, de représentation de traitement d'image. Et regardez ici, on a l'impression de voir une sorte d'accordéon dans lequel chacun de ces objets, de ces éléments, a la forme d'une selle de cheval. Comme si vous étiez assis ici, avec les jambes de part et d'autre comme ça, et la selle qui remonte par devant et par derrière. Une selle de cheval, c'est la forme typique de courbure négative. Et cet objet, comme celui-ci, il est encore de courbure négative constante, si l'on fait abstraction des arêtes qu'on voit ici, les lignes de soudure, si vous voulez. Alors, Henri Poincaré a dit un jour, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Ici, c'est une illustration parfaite. Trois formes très différentes qui toutes sont des objets de courbure négative constante. Et vous voyez comment on arrive à obtenir ainsi des classifications pas du tout évidentes à partir de ces concepts qui nous sont hérités de Riemann. La courbure, c'est donc quelque chose qui peut être intéressant pour des artistes. Mais comme toutes les découvertes mathématiques, c'est aussi quelque chose qui se partage avec d'autres mathématiciens. Comme Gregorio Ricci-Curbastro, début du XXe siècle, quand il développe et approfondit les concepts de Riemann et en fait ce qu'on appelle nos jours la courbure de Ricci. C'est comme la courbure de Riemann, mais au lieu de s'intéresser aux distances entre des courbes, s'intéresse avant tout à l'évolution des surfaces. Et puis, une fois qu'un concept mathématique a évolué de mathématicien à mathématicien, il peut aussi changer de discipline scientifique, être récupéré par exemple par la physique, la grande amie de la mathématique depuis plusieurs siècles. C'est ce qui est arrivé peu de temps après, quand Albert Einstein, à la suite de discussions avec son ami mathématicien Grossman, découvre que la courbure développée par Riemann et Ricci, c'est exactement ce dont il a besoin pour fonder sa théorie de la relativité générale. Vous voyez ici le R comme Riemann. Et à ce moment-là, quelque chose qui auparavant était plutôt une curiosité mathématique, quelque chose qu'on avait développé pour l'amour de l'élégance, se retrouve d'un coup au cœur de notre conception même de l'espace et du temps. C'est quelque chose qui se passe souvent. Et attendez encore quelques 80 ans, et vous voyez ce genre de choses débarquer dans votre voiture. Dans le GPS, pour le repérage, vous avez besoin de prendre en compte précisément des facteurs cinématiques extrêmes et donc la théorie de la relativité générale d'Einstein. Sans quoi, votre GPS ne fonctionne simplement pas. Donc vous voyez la trajectoire qui s'étale sur quelques 150 ans entre le moment
vers 1850, où Bernard Riemann introduit sa notion de courbure, et le moment, à notre époque, où le GPS a envahi le monde entier. Il y a toute une trajectoire que Riemann n'aurait jamais pu imaginer et qui va passer d'être humain à être humain, être amélioré par des dizaines de scientifiques, des centaines d'ingénieurs, jusqu'à arriver au stade actuel. Dans votre GPS, il y a un peu de Riemann, un peu de Ricci, un peu d'Einstein. C'est quelque chose dont vous pourrez vous souvenir le matin quand vous prenez votre voiture. Ou même ouvrir pour vérifier. Alors, Riemann, il s'est intéressé non seulement à des questions de géométrie, à des questions de nombre, mais à toutes sortes de choses. Par exemple, l'apparition des singularités, un peu comme ces courbes qu'on a vues tout à l'heure sur l'image avec l'espèce de toupie. Quand vous prenez votre café le matin, vous voyez que la lumière elle peut faire un reflet comme ça dans votre tasse. Ça, c'est une singularité. Quelque chose qui est une sorte de pointe de discontinuité qui apparaît spontanément. Ça aussi, c'est une singularité. Les propriétés de l'air, de l'atmosphère, autour d'un avion supersonique. On appelle ça des ondes de choc. Comment elles se propagent, comment elles apparaissent, qu'est-ce qui se passe? Ici, pareil, avec une balle de fusil. Regardez ces courbes sphériques, ces courbes coniques. Qu'est-ce qui se passe à l'endroit de ces singularités? Riemann a été le premier à essayer de comprendre ça. En fait, Riemann, il s'est essayé à toutes sortes de choses. Et c'est stupéfiant de mettre en regard la brièveté de la vie de Riemann, disparu dans sa 41e année, avec la liste de concepts que les mathématiciens du monde entier utilisent encore aujourd'hui. Et qui sont issus d'un très petit nombre d'articles, mais chacun révolutionnaire. Cela fait de Riemann un personnage très spécial dans l'histoire des sciences. Une sorte de personnage romantique qui révolutionne tout en un laps de temps très court et puis qui part aussi rapidement qu'il est arrivé. Et de fait, il y a quelques années, j'ai rencontré une célèbre chanteuse de rock qui m'a raconté qu'elle allait de temps en temps se recueillir auprès de la tombe de Riemann pour y trouver l'inspiration. Où l'on voit que les scientifiques peuvent inspirer les artistes et pas seulement le contraire. Alors moi aussi, j'aime bien les tombes et c'est une activité que je vous recommande. Si un jour vous vous retrouvez à Vienne, allez donc visiter le Zentralfriedhof, le grand cimetière central, où sont enterrés de nombreux grands personnages de l'histoire de l'humanité. Il y a des scientifiques, il y a des compositeurs. Alors, quand j'y suis allé, c'était en 2006, pour le centenaire de la tragique disparition de Boltzmann, et je savais qu'il y avait cette tombe. Cette tombe, elle est célèbre. En particulier, on y voit la fameuse formule de l'entropie, S égale K log W. Le désordre d'un système physique est égal à une constante fois le logarithme de l'espace des possibles configurations de ce système, sachant qu'on l'a observé. S égale K log W. Une formule extrêmement importante, sur laquelle je reviendrai, au moins aussi importante, certainement beaucoup plus en fait que la formule d'Einstein, E égale MC2. Une formule qui nous dit quelque chose sur le désordre du monde dans lequel nous vivons et le fait que nous sommes des êtres macroscopiques dans un monde qui est fait de constituants microscopiques, ce qui régit toutes nos activités. Alors, le jour où j'étais dans ce cimetière, un peu tard le soir, après le colloque, et où je cherchais mon chemin pour trouver la tombe du grand homme, il n'y avait personne pour m'aider. Et j'ai avisé des espoirs de cause, hein, parce que c'est gigantesque ce Zentralfriedhof. J'ai avisé une famille de touristes qui était assise là, sur le banc à côté, et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider, m'indiquer un plan ou un comptoir ou quelque chose où je pouvais trouver de l'aide. Ils m'ont dit, il n'y a pas de plan. Qu'est-ce que vous cherchez? Et j'ai dit Boltzmann, disant peut-être qu'ils ont entendu parler de lui. Et le chef de famille m'a regardé avec les yeux pétillants et a dit ah, S égale K log W. Et il m'a amené jusqu'à la tombe. Vous voyez comme elle est importante cette formule. Elle sert de mot de passe entre initiés dans les cimetières le soir. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette formule? Je vous disais, elle parle du monde atomique. À l'époque de Maxwell et de Boltzmann, on n'avait aucune preuve,
on n'avait que quelques indices du fait que la matière était peut-être faite d'atomes et de molécules. Et la plupart des gens n'y croyaient pas. Boltzmann y croyait, et Boltzmann, Maxwell développe cette idée selon laquelle la matière serait faite de très petits corps, et que dans un gaz, ces très petits corps, ils bougent à très grande vitesse dans tous les sens, et de temps en temps, ils se cognent, et leurs vitesses sont modifiées par les collisions. On appelait ça la théorie cinétique des gaz, parce que les vitesses, c'est un paramètre qu'on ne pouvait pas observer, mais qui joue un rôle fondamental. Quand même, c'est incroyable cette idée. Là, autour de nous, l'air a l'air très calme. Là, près de mon doigt, on ne sent aucun mouvement de l'air. Imaginez qu'à cet endroit-là, il y a des milliards de molécules qui vont dans toutes les directions avec des vitesses considérables. Ça paraît dément, quoi. Si vous en parlez à un enfant, il croira que vous êtes fou. Et Boltzmann, Maxwell montrent qu'on peut construire toute une théorie physique à partir de ça. Et pendant longtemps, cette théorie physique n'avait pour elle que sa cohérence interne et son élégance, avant qu'on finisse par observer, au début du XXe siècle, des preuves tangibles de l'existence de ces atomes, de ces molécules. Bien sûr, si la matière est faite de ces milliards de particules, vous n'allez pas pouvoir les regarder ou en tenir compte de chacune de ces molécules. Vous serez obligé de recourir à une description statistique. Et c'était ça que faisaient Boltzmann et Maxwell. Au lieu de regarder toutes les molécules, on va s'intéresser à la distribution statistique de ces molécules. En fonction du paramètre de vitesse V, savoir proportionnellement, est-ce qu'il y a plus de particules qui ont telle vitesse ou telle autre vitesse, combien de particules comme ceci, combien de particules comme cela. Un peu comme quand vous faites de la démographie, vous savez, peu importe quel est exactement le nombre de personnes entre 18 et 24 ans, mais vous voulez savoir quelle est la proportion dans la population. La pyramide des âges. La pyramide des vitesses, c'était ça qui les intéressait. Et de la même façon qu'en démographie, vous vous intéressez à savoir est-ce que la population va rajeunir ou vieillir, comment va évoluer l'âge moyen, ils se demandaient comment va évoluer la vitesse moyenne, comment vont évoluer les paramètres de la distribution, est-ce que la pyramide va devenir plus tassée, plus élancée, et ainsi de suite. Et ça s'inscrit dans une quête ancienne sur la compréhension des lois du hasard. Parce que ces molécules qui vont se cogner dans tous les sens, les unes les autres, on a bien idée que ça va être comme si c'était quelque chose, un grand phénomène aléatoire, imprédictible, où le règne de l'arbitraire, si l'on veut, de l'incalculable, va se faire. Et donc ça s'inscrit dans cette montée en puissance de la théorie des statistiques depuis le tout début du XVIIIe siècle avec Jacques Bernoulli. La loi des grands nombres, cette idée que même si un phénomène est individuellement impossible à prédire, que vous allez tirer aléatoirement, par exemple une pièce, pile ou face, et si vous lancez la pièce en l'air, c'est impossible de savoir si ça va retomber sur pile ou sur face. Mais si vous la lancez en l'air 1 million de fois, vous savez qu'en gros, moitié du temps, ça tombera sur pile, moitié du temps, ça tombera sur face. Quelque chose d'implacable. Dans les années 1730, Abraham de Moivre découvre, en rapport avec les statistiques, la loi gaussienne. Lancer une pièce en l'air 1 million de fois, et non seulement, ça sera en gros 50% de pile, 50% de face, mais vous pouvez savoir quel sera l'écart à cette loi de 50-50. Il y aura une erreur, et cette erreur, elle sera une quantité aléatoire distribuée selon une loi gaussienne. Elle aura une forte probabilité d'être petite et une petite probabilité d'être grande. Et elle fera une sorte de courbe en cloche, l'ensemble de toutes les valeurs possibles, qui obéira à une loi comme une exponentielle moins x carré. Quelque chose de fondamental. Pour la petite histoire, Abraham de Moivre faisait partie de ces huguenots exilés de France après, pour cause de persécutions religieuses, émigrés en Angleterre en l'occurrence. On attend encore, on passe au début du XIXe siècle, et nous arrivons à Pierre-Simon de Laplace, qui, lui, comprend que la loi de Moivre, comme on le suspectait, est beaucoup plus générale que simplement un jeu de pile ou face. Cette loi des erreurs, montre Laplace, on la retrouve pour toutes sortes de phénomènes. Prenez un phénomène aléatoire et regardez la moyenne de ce phénomène sur un très grand nombre de tirages. Eh bien, l'erreur par rapport à la moyenne sera d'autant plus petite que le nombre de tirages est grand, et l'erreur typique sera comme l'inverse de la racine carrée du nombre de tirages. Voilà pourquoi, sur un sondage d'1 millier de personnes, par exemple en politique,
vous ne pouvez jamais espérer avoir une précision meilleure que 3%. Et d'autre part, la forme de cette distribution sera celle d'une courbe en cloche, une courbe gaussienne universelle, quel que soit le phénomène aléatoire que vous étudiez. C'est peut-être le théorème ou l'un des théorèmes les plus importants de toute la mathématique, montrant qu'il y a quelque chose d'universel qui peut surgir, quelque chose d'universel et profond qui peut surgir de la répétition d'un grand nombre d'expériences aléatoires. 1846, Adolphe Quetelet, un Belge, popularise la loi des causes aléatoires, montrant qu'on retrouve cette loi aussi dans les sciences sociales. 1889, Francis Galton la retrouve dans des phénomènes biologiques. Par exemple, prenez la distribution des tailles des individus dans une grande population et vous trouverez qu'en gros, ça suit une loi gaussienne. Je ne connais presque rien d'aussi apte à impressionner l'imagination que la forme extraordinaire d'ordre cosmique exprimée par la loi de la fréquence des erreurs. Cette loi aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'ils l'avaient connue. Elle règne avec sérénité et sans se faire remarquer dans la plus grande confusion. Et plus grande est la foule, plus grande est l'apparente anarchie, plus parfaite sera la loi. C'est la loi suprême de la déraison. Il parle bien, Galton. Et il montre là encore l'émerveillement qui surgit quand vous repérez un même phénomène mathématique dans des phénomènes physiques extrêmement différents. Là encore, l'idée de Poincaré. Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Alors revenons à Boltzmann. L'histoire de Boltzmann, elle s'inscrit dans cette aventure statistique et dans l'étude des statistiques. Elle s'inscrit aussi dans l'étude de la thermodynamique. Et Boltzmann comprend qu'il y a des lois implacables qui s'appliquent aux lois de la physique, qui s'appliquent à la physique statistique, de la même façon qu'il y a une loi implacable qui s'applique au jeu de pile ou face. Et que du fait qu'on a un très très grand nombre de molécules, on va pouvoir prédire l'évolution du gaz, alors que si on avait peu de molécules, on n'y arriverait pas. Et Boltzmann arrive à cette formule, celle de l'entropie. S égale K log W. Regardez le gaz et regardez la statistique. La statistique laisse beaucoup de possibilités parce qu'elle ne vous dit pas comment sont rangées toutes les particules individuellement. Toutes ces possibilités, c'est un nombre gigantesque, vous l'appelez W, vous en prenez le logarithme, qui est en gros le nombre de chiffres qu'il vous faut pour l'écrire, et vous l'appelez l'entropie. Boltzmann montre comment le calculer de manière effective, ce nombre, en fonction de la distribution de particules, de sorte qu'un ingénieur peut calculer l'entropie d'un gaz. Et Boltzmann montre que cette entropie, elle ne peut que augmenter au cours du temps. Le désordre du gaz augmente de plus en plus, le nombre de possibilités microscopiques du gaz augmente. Par exemple, prenez un gaz que vous rangez dans la moitié d'une boîte et laissez le gaz libre de faire ce qu'il veut, vous verrez toujours le gaz envahir la boîte entière. Pour prendre une analogie avec des êtres humains, si vous prenez des jeunes enfants dans une école et que vous les mettez bien sagement dans la moitié de la cour de récréation et que vous les laissez faire comme bon leur semble, vous les retrouverez au bout de quelques minutes éparpillés à travers toute la cour. Et Boltzmann vous dit, si ça se produit, ce n'est pas parce que le gaz veut envahir le vide. On a cette idée d'une force d'attraction du vide qui aspire la matière. Mais c'est parce qu'en fait, le gaz veut aller vers l'état le plus désordonné simplement par le jeu statistique. Et évidemment, c'est beaucoup plus désordonné d'avoir tout le monde dans toute la cour plutôt que d'être sagement dans une moitié de la cour. Vous avez ainsi donc une loi de la physique derrière une loi mathématique. Boltzmann, pour arriver à cette conclusion, a utilisé une invention redoutable du XVIIIe et XIXe siècle, perfectionnée et extrêmement fécond et actif maintenant, les équations aux dérivées partielles. Ces équations qui régissent tous les phénomènes, ou presque tous ceux qui nous entourent, qui sont continus, on va dire. L'équation de Boltzmann, c'est celle-ci justement. C'est cette équation que Boltzmann a utilisée pour modéliser le comportement du gaz et pour arriver à sa conclusion. Une équation
déterministe qui vous permet de prédire l'évolution de la statistique du gaz de manière très précise. De la même façon que dans la loi des grands nombres, on arrive à prédire la statistique finale avec une grande précision quand vous faites une expérience aléatoire répétée maintes fois. Alors, cette équation, je ne vais pas vous l'expliquer, mais juste que c'est celle-là qu'il vous faut résoudre si vous voulez savoir à quoi ressemblera le gaz si vous lancez dans une certaine configuration et puis que vous attendez. Elle joue un rôle important en aéronautique, elle joue un rôle important dans la compréhension de l'écoulement du temps, elle joue un rôle important dans la compréhension de tout ce qui est fluide dilué. Et toutes ces équations, elles servent à modéliser, refléter les phénomènes naturels qui nous entourent. De la même façon que tout à l'heure, je vous parlais de la Dame de Chalotte et du reflet de la réalité. Celle-ci, par exemple, c'est l'équation de physique des plasmas, celle que j'ai dû étudier pour avancer sur la compréhension du problème d'amortissement Landau, comme l'expliquait tout à l'heure notre présentateur. C'est elle qui va vous dire comment, statistiquement, dansent ces électrons dans un plasma. C'est aussi elle qu'il vous faut résoudre pour savoir à quoi ressemblera la Voie lactée dans 2 milliards d'années. Parce que une galaxie, ça ressemble un peu à un gaz avec ses 100 milliards d'étoiles, sauf que le constituant élémentaire, ça serait une étoile. Et vous avez ici aussi, au contraire, c'est dans l'infiniment petit, l'équation de Schrödinger qui va vous régir le comportement d'un atome. L'équation de l'air qui va régir le comportement d'un fluide non visqueux, incompressible. L'équation de Navier-Stokes qui régit le comportement d'un fluide compressible, visqueux. Des équations qui sont résolues tous les jours, un peu partout dans le monde, pour prédire le temps qu'il fera demain, ou dans une semaine, ou dans 10 ans. Des équations qui sont aussi résolues tous les jours par les studios d'Hollywood pour faire de beaux effets spéciaux, de fluides, plus vrais que nature. Des équations qui sont aussi très importantes quand vous voulez optimiser la forme d'une carène de bateau, des choses comme ça. Et puis, ici, vous avez les équations de réaction-diffusion que le mathématicien anglais Alan Turing a utilisées pour tenter d'expliquer la formation des taches, des motifs dans le pelage des animaux, comme les zèbres ou les girafes. Donc ici, un panorama d'équations qui s'applique un peu à toutes sortes de phénomènes. C'est tout un monde mathématique et physique que d'étudier ces équations. C'est la théorie des équations et dérivées partielles. C'est là-dedans que j'ai grandi, si je puis dire, et cette équation, l'équation de Boltzmann, c'est la première de ces équations à laquelle j'ai été confronté au niveau recherche. Et comme je le dis toujours, la première fois que j'ai vu l'équation écrite par mon directeur de thèse, ça m'a semblé être un truc, d'abord, assez effrayant, ensuite, pas forcément très sexy, et l'idée de passer quelques années en tête-à-tête avec cette équation, ça me semblait une impossibilité. Mais quand même, il faut y aller, il faut se lancer, et puis on voit bien de quoi ça parle. Et puis je suis tombé amoureux de l'équation pendant ma thèse. C'est toujours pareil en sciences. Vous allez dans un sujet qui semble très étroit, et puis vous découvrez que c'est un monde qui s'ouvre petit à petit, qu'il y a des centaines d'articles à écrire peut-être dessus, avec des tas et tas de problèmes différents. Et j'ai travaillé au moins une dizaine d'années sur cette équation. Alors, qu'est-ce qu'il montrait, Boltzmann, avec cette équation? Il montrait que si un gaz est régi par cette équation, automatiquement, son entropie, dont il a montré comment la calculer, elle augmente. Et c'est une conclusion mathématique qu'il a obtenue à partir d'un raisonnement abstrait. Il n'y a pas d'intuition derrière. L'intuition physique s'était arrêtée, le raisonnement mathématique avait pris le relais. Il calcule, par exemple, le taux d'augmentation de cette entropie. Alors voici cette formule compliquée qui vous dit la dérivée de l'entropie, si vous voulez, l'augmentation instantanée de l'entropie à chaque instant, est donnée par cette formule qui est toujours une quantité positive. Vous allez dire, voilà, qui règle le problème. Il a démontré une loi, il a trouvé une loi derrière ce qui semblait être complètement désordonné. Mais toujours, un problème résolu, ça fait au moins 3 nouveaux problèmes qui se posent. En particulier, si ça augmente sans arrêt, jusqu'où ça va augmenter? Alors, on peut chercher l'état de désordre maximal. Prenons un gaz dans une boîte qui a une certaine configuration. Au début, il est très ordonné. On sait qu'il est de plus en plus désordonné. Jusqu'où ça va être désordonné?
cherchons l'état de désordre maximal dans la boîte. On recherche l'entropie maximale et on trouve que c'est une distribution statistique très précise. Et cette distribution statistique, eh bien, on l'a déjà vue. On l'a déjà vue apparaître avant. C'est la loi des erreurs, la même que celle qu'avaient vue de Moivre et Laplace et les autres, la même qui régit les statistiques d'un jeu de pile ou face. Voilà le mathématicien content. On retrouve encore, dans un contexte différent, cette même loi des erreurs, faisant comme un pont entre le monde des jeux de pile ou face et le monde des jeux des gaz. Et c'est toutes ces sortes de connexions qu'on est heureux de retrouver. Et après, on cherche à comprendre pourquoi. Et on finit toujours par trouver la raison. Parce qu'il n'y a pas de miracle à la fin. Il y a de belles explications qui sont à trouver. On sait maintenant, par exemple, que l'apparition de la loi des erreurs dans le jeu de pile ou face, on peut aussi l'expliquer par un raisonnement d'entropie. Alors, voici un portrait du regretté Carlo Cercignani, l'un des spécialistes de l'équation de Boltzmann, et son ouvrage de recherche, son ouvrage sur le sujet de synthèse, c'est le premier ouvrage de recherche que j'ai lu dans ma vie. Et il avait émis une conjecture, encore un autre problème qui se pose, pour comprendre à quelle vitesse l'entropie augmente, que quand vous regardez un gaz, allez, disons un gaz homogène, on peut estimer la vitesse d'augmentation de l'entropie en fonction de l'entropie du gaz simplement. Que si son entropie est là, à ce niveau-là, eh bien, ça va augmenter rapidement, au moins avec une vitesse qui est déterminée juste par le niveau d'entropie. Et ça se traduisait par une certaine inégalité entre la différence d'entropie et le taux de variation d'entropie. Et ce travail sur cette conjecture, c'est mon premier résultat significatif, je dirais. J'avais 24 ans, c'était en collaboration avec un chercheur italien, Giuseppe Toscani, et on a montré que cette conjecture, elle était presque vraie. Si on bougeait un peu certains paramètres, elle devenait vraie. Et plus tard, je suis revenu dessus et j'ai montré que finalement, elle était vraie dans certaines conditions. Et c'était le démarrage de tout un ensemble de travaux sur un thème: à quelle vitesse augmente l'entropie, à quelle vitesse le gaz devient gaussien. Un thème qui est de la physique, mais qui finalement est un problème bien posé mathématiquement, parlant d'équations mathématiques et d'objets mathématiques et d'inégalités. Et voilà, vous voyez comment Boltzmann, il s'est suicidé en 1906, convaincu qu'on n'observerait jamais peut-être une preuve de l'existence des atomes. On l'a observé en fait quasiment au moment de sa mort, la preuve de l'existence des atomes. Et c'est une pensée qui a été extrêmement inspirante. L'un des plus importants ouvrages de l'ensemble des sciences, a déclaré un probabiliste célèbre en parlant des travaux de Boltzmann. Ça a inspiré ces ouvrages de synthèse qui sont importants aussi bien pour les mathématiciens que pour les ingénieurs que pour les physiciens. Ça a inspiré des travaux de probabilistes comme ceux de Mark Katz. Ça a inspiré des travaux de physiciens comme ceux d'Einstein, grand admirateur de Boltzmann, ou de Chmielowski, dans leur explication du mouvement brownien. Ça a inspiré Jean Perrin, qui a convaincu tout le monde finalement de l'existence des atomes en faisant la synthèse d'expériences qu'on a pu faire au début du XXe siècle sur le sujet. Ça a eu des répercussions aussi en dehors de la physique. La pierre angulaire de la théorie de la communication de Claude Shannon, qu'on utilise sans arrêt chaque fois qu'on utilise des communications électroniques d'un appareil à l'autre. La pierre angulaire, c'est l'entropie de Shannon, qui est la même que l'entropie de Boltzmann, sauf qu'elle est appliquée à des vitesses de particules, elle est appliquée à des mots dans un alphabet. Et vous voyez ici que le concept, l'entropie, une fois qu'il a pris sa vie mathématique, il peut aller en dehors du but pour lequel il a été forgé. Et puis, comme je le disais, c'est aussi important pour les ingénieurs. On utilise, par exemple, pour optimiser les moteurs des voitures, l'équation de Boltzmann pour modéliser l'écoulement des gaz à l'intérieur des tuyères. Dans cet exemple, comme dans celui de Riemann, on voit tout le long chemin qu'il y a entre le développement, entre le début théorique et son application. On voit aussi que partant de quelque chose, on se développe à la fois vers quelque chose de plus pur et vers quelque chose de plus appliqué. Ce mouvement de va-et-vient est typique. Et l'échelle de temps aussi est considérable. Là aussi, c'est le même genre que Riemann, entre les années 1850 et les applications courantes pour les ingénieurs. 1870, plutôt, l'équation de Boltzmann. Parfois, cependant, l'application a lieu en même temps que la théorie, ou l'application motive la théorie. C'est le cas c'est ce qui se passe pour les travaux d'un autre de mes héros scientifiques, Leonid Kantorovitch. Né en 1912, grand physicien soviétique,
Spécialiste de mathématiques pures, analyse fonctionnelle, espace avec ordre partiel, ou de choses très appliquées comme le transport routier, la bombe atomique, les problèmes d'évacuation de villes assiégées ou la tarification des taxis. Et puis l'un des premiers spécialistes de la théorie de l'approximation. Mais si Kantorowicz est passé à la postérité, c'est avant tout pour ses travaux en économie. Son ouvrage, son chef-d'œuvre, Le meilleur usage des ressources économiques, publié en 1959, et son prix Nobel d'économie en 1975. Kantorowicz est donc l'un des très rares mathématiciens à avoir reçu le prix Nobel, en l'occurrence un prix Nobel d'économie. Kantorowicz est l'un des héros de l'ouvrage inclassable Red Plenty, dans lequel le romancier Francis Pufford développe la vie d'un concept mathématique et économique, la planification économique, et tente de lire toute l'économie de la Russie soviétique depuis la montée fulgurante jusqu'au déclin à travers l'histoire de ce concept. Kantorowicz, Khrouchtchev et bien d'autres sont certains des héros de ce roman, mi-fiction, mi-réalité. Et dedans, on voit comment un concept mathématique, quelque part, a sa vie propre et va se confronter au monde des humains dans l'application. Parfois de manière très efficace, parfois de manière inefficace, en particulier parce que les humains n'agissent pas comme des êtres rationnels et parce que parfois aussi l'intérêt rationnel d'un individu ne coïncide pas du tout avec l'intérêt de la société. Et on voit en tout cas dans ce roman le concept mathématique traité comme un héros. Kantorowicz, dans le monde des humains, a vu sa vie bouleversée par le contreplaqué. Contreplaqué, c'est pas très sexy pourtant. Contreplaqué, c'est un alliage de bois de dureté différente. C'est le père d'Alfred Nobel à qui on attribue souvent cette invention. Et un jour, Kantorowicz, il était tout jeune encore, mais déjà chef de son département. Kantorowicz avait son poste de professeur d'université à 22 ans. Et Kantorowicz reçoit un jour la visite de ces messieurs de l'industrie du contreplaqué qui lui disent « Professeur Kantorowicz, voilà, on a besoin d'optimiser notre production pour le prochain plan, on aimerait bien faire mieux, mais comment faire ? On coupe du bois comme ceci, du bois comme cela, il y en a qui viennent de telle forêt, il y en a qui viennent de telle autre, on les assemble, on a une grosse machine qui peut traiter tant de bois par jour et faire en place ceci et cela, on a une petite machine qui peut faire tant de bois par jour et tout ça. Bref, il y a tellement de paramètres et de combinaisons possibles qu'on ne sait pas par quelle boule prendre pour trouver la meilleure solution. Est-ce que la mathématique peut nous aider ? Kantorowicz ne savait pas, mais il a réfléchi, il a fini par comprendre que oui, il pouvait les aider. Et il a développé à partir de là ce qu'on appelle maintenant la théorie moderne de la programmation linéaire, développée aussi indépendamment par d'autres. Et cette théorie, c'est quelque chose qu'on apprend à un niveau élémentaire dans certains exercices au lycée. Elle vous indique comment résoudre des problèmes d'optimisation. On cherche à maximiser quelque chose qui est linéaire sous des contraintes qui elles-mêmes sont linéaires. Linéaire voulant dire que ça varie proportionnellement à chacune des quantités qui sont mises en jeu. Par exemple, 2 fois ceci plus 1 fois cela va être plus petit que telle quantité. 3 fois ceci plus 4,5 fois cela, et ainsi de suite. Et si vous faites dans l'espace des paramètres un polygone représentant l'espace des possibles que vous laissent les contraintes, qui sont représentées par des droites, vous cherchez à optimiser votre paramètre en regardant quel est le point qui est le mieux placé pour un certain critère. Ce sont des exercices qu'on fait parfois au lycée. Des jolis exercices et qui sont profonds quelque part. Programmation linéaire, c'est simple à résoudre quand on a 3 équations à 2 inconnues. Mais quand vous avez 10 000 équations à 100 inconnus, qu'est-ce que vous faites ? C'est le genre de problème auquel sont confrontés dans la vraie vie certaines industries de nos jours. Parfois même 100 000 paramètres. Alors, il vous faut une théorie mathématique pour gérer ça. La recherche à la main ne passera pas, mais la théorie mathématique, souvent accompagnée par l'ordinateur, permettra de le résoudre. Et Kantorowicz trouve une théorie mathématique de ce problème d'optimisation, de ce problème de programmation linéaire. Et il comprend qu'il peut en déduire la solution de nombreux problèmes. En particulier, un problème qui a été posé
longtemps avant lui, hein, qui a été posé qui a été posé 150 ans à peu près avant lui par Gaspard Monge au moment de la Révolution ou un peu avant, le problème du transport optimal. Donnez-vous des lieux de production avec certaines quantités qui sont produites de matériaux, X1, X2, X3, X4, et puis des endroits où ça sera consommé, Y1, Y2, Y3, Y4. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez imaginer que c'est des bois que vous transportez vers le lieu où ça va être transformé en contreplaqué. Vous pouvez imaginer que c'est du minerai que vous allez transporter vers des usines où ça va être transformé. Dans mon livre sur le sujet, en bon français, j'ai imaginé que c'était des croissants qui étaient produits par des boulangeries, qui étaient consommés dans des cafés le matin, et ainsi de suite. C'est ce que vous voulez. Et vous vous demandez quel est le meilleur appariement des points de production aux points de consommation. Parce que peut-être qu'il vaudra mieux envoyer la production de X1 en Y1, ou peut-être en Y2, ou peut-être en Y3, et ainsi de suite. Vous avez toutes sortes de combinaisons. Un peu comme tout à l'heure, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut envoyer le bois de telle forêt et vers quelle machine. Ça, c'est le problème qu'on appelle du transport optimal. Et ce que vous voulez optimiser, c'est l'énergie que vous dépensez à effectuer ce transport. Et Kantorowicz découvre qu'il peut résoudre ce problème en appliquant sa théorie. Par exemple, il montre qu'on peut transformer ce problème de coût minimal en un problème de gain maximal. Imaginez qu'arrive un intermédiaire qui se propose d'acheter la marchandise au lieu de production et de la revendre au lieu de consommation, et vous allez juste fixer avec lui un prix d'achat et un prix de vente. Alors pour vous convaincre qu'il faut lui vendre, qu'il faut bien lui confier l'affaire, il va faire en sorte que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat soit toujours inférieur ou égal au coût de transport, et il va chercher à mettre en place les prix de telle manière qu'il fasse le profit maximal. Et ce que dit Kantorowicz, c'est que le coût minimal de transport correspondra au gain maximal de cet intermédiaire. Voyez l'interprétation économique, et comprenez aussi que ce qu'essayait de faire Kantorowicz était extrêmement courageux. Son rêve, une théorie rationnelle des prix, quelque part un problème important en économie, mais à cette époque-là, à l'époque et dans le pays où il vivait, essayer de mettre en place une théorie rationnelle des prix, c'est simplement risquer sa vie. Et pour moins que ça, des gens étaient simplement exécutés. Parce que les prix, c'était bourré d'idéologie, l'idée de valeur travail, et ainsi de suite. Et ça sonnait un peu capitaliste, cette histoire de profit maximal. Ça avait beau être un théorème implacable, il était rigoureusement interdit de parler de cette théorie en public. Toutes sortes de périphrases pour cacher de quoi il était question. Entre parenthèses, Monge, en son temps, avait lui aussi développé une théorie qu'il était interdit d'aborder en public. C'était la théorie de la géométrie descriptive, arme de guerre redoutable. Alors, de nos jours, la programmation linéaire, c'est partout. Voici quelques exemples que j'ai tirés d'un tutoriel trouvé en ligne. Ça peut être aussi bien le problème pour une production de vêtements, optimiser le type de cravate pour faire le profit maximal. Ça peut être optimiser un week-end publicitaire. Ça peut être gérer un portefeuille d'actions, et ainsi de suite. Toutes sortes d'industries, toutes sortes d'activités vont se ramener d'une façon ou d'une autre à optimiser une quantité linéaire sous des contraintes linéaires. Et là encore, on retrouve encore et toujours cette phrase de Poincaré, donner le même nom à des choses différentes. Alors, la programmation linéaire, ça ne résout pas tout, et c'est une direction de recherche importante de nos jours que de faire de la programmation non linéaire. Mais c'est considérable le nombre de problèmes qui sont résolus avec cette technique mathématique et avec les outils développés par Kantorowicz et les autres qui ont travaillé dessus. Et bien sûr, il y a des programmes informatiques qui calculent les solutions automatiquement de nos jours, nombreux programmes. N'empêche que les théoriciens sont toujours nécessaires pour comprendre dans quelle théorie utiliser quel programme, dans quel cas de figure, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, voilà. Je vous ai raconté 3 histoires. Là, on a vu qu'il y avait des points communs à toutes ces histoires. On a vu cependant qu'il y avait aussi des grosses différences. C'est pas le même sujet, c'est pas les mêmes applications, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes techniques mathématiques.
Et quelque part, ça pourrait paraître un peu décousu quand même, cette histoire, avec d'une part Kantorowicz et les problèmes d'optimisation de coûts, Riemann et ses problèmes de forme des triangles, de géométrie courbée, Boltzmann et ses problèmes d'entropie des gaz. Et on pourrait se dire que, quelque part, on aimerait bien qu'il y ait un lien plus développé entre ces histoires. Eh bien, il se trouve que le lien, il existe. Et le lien, un lien très développé, il a été découvert vers 2000, quelque chose comme ça, par un groupe de mathématiciens dont je faisais partie. Ça a été une surprise considérable et extrêmement féconde. Même si ce sont des problèmes différents, mathématiquement différents, au niveau des techniques mathématiques, il y a un lien profond entre ces trois idées. Et ce lien, il n'est pas venu parce qu'un jour, quelqu'un a réfléchi et s'est dit « Ah, j'ai compris ». Les gens, peut-être, ils ont en tête que c'est comme ça qu'on fait de la science, souvent. On est savant, on réfléchit, on a un problème en tête, on lit de la science, on fait de la science, expérience, conclusion. Ah, ça y est, et puis le prix Nobel. C'est pas comme ça que ça marche. Et n'importe qui a fait un peu de recherche sait que les découvertes viennent toujours avec beaucoup de faux pas, de coups de chance, de coups de malchance, de choses qui ne tournent pas rond. C'est un peu comme ça, vous voyez. On se demande, on accepte le challenge, on se renseigne, ça ne marche pas, on recommence, c'est pas tout à fait... des résultats extraordinaires, mais non, mais c'est de la daube complète, alors on recommence, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas possible, ça marche, non, ça marche pas, oui, non, ça marche, ça marche, oui, mais finalement, on a découvert ça il y a 50 ans. Alors on recommence, on fait tout le trajet, et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui sort de ce processus, il y a quelque chose qui finit par sortir. Dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. Sauf qu'il faut imaginer qu'il y a toutes les histoires de tous les chercheurs qui sont entremêlés comme ça. Et il faut imaginer tous ces anneaux qui s'entremêlent les uns les autres et les rencontres entre individus et les coups de chance et de malchance qu'ils ont en se discutant, en parlant entre eux, vont amener à ces rencontres entre concepts. Les rencontres entre concepts, très souvent, ça vient de rencontres entre individus, entre êtres humains. Dans mon cas, rencontre fondamentale avec deux collaborateurs, Félix Otto, mon collaborateur allemand, maintenant en poste à Leipzig. À l'époque, il était en poste à Santa Barbara, et après une première rencontre en France, on était allés travailler ensemble un petit peu à Santa Barbara. Et sur des problèmes qui reliaient l'entropie et les questions liées à l'équation de la chaleur. Et puis, le deuxième collaborateur fondamental, John Lott, rencontré en Californie, à Berkeley, en 2004. Tout à l'heure, vous avez parlé de mon séjour invité à Berkeley. C'était en 2004, ouais. Et j'ai passé un semestre là-bas. Ça, c'est le beau campus de Berkeley, où il fait toujours beau. Ça, c'est le très laid bâtiment de mathématiques. Il est célèbre. On dit même que les mathématiciens sont chanceux parce qu'ils ne voient pas le bâtiment dans lequel ils travaillent. Et quand vous y êtes, vous vous rendez compte que c'est pas vrai, ils ne sont pas chanceux parce que le bâtiment, en plus d'être laid, il est mal conçu. Il a cette architecture en couche qui fait que les gens ne se rencontrent pas parce qu'ils sont les uns en dessous des autres, il n'y a pas d'espace de rencontre, pas d'espace de communication. Et j'étais là en 2004, invité à Berkeley, alors dans de belles conditions, puisque je n'avais pas d'obligation d'enseignement, pas d'obligation administrative. Il fallait juste que j'assiste à un déjeuner une fois par semaine avec les autres collègues du Miller Institute, voilà, pour discuter un peu. C'était ma seule obligation et pour ça, on me payait 3 fois mon salaire français. Et pourtant, c'était pas super parce que je rencontrais personne et il y avait tous ces grands chercheurs de l'université de Berkeley, je savais qu'ils étaient là, mais je les voyais jamais. Jusqu'à ce que débarque John Lott, qui était en visite au Mathematical Sciences Research Institute, juste à côté, en haut de la colline à Berkeley. Et il arrive, oui, j'ai lu votre article avec Félix Otto, entropie, tout ça, on va appliquer ça à des problèmes de géométrie non euclidienne, un super programme et tout ça. Il dit, bon, vraiment? Et puis on s'est mis à travailler dessus, effectivement, et le résultat de la collaboration a dépassé nos espérances. Il en est résulté un article 5 ans plus tard, qui a été un carton, et puis le démarrage de ce qu'on appelle maintenant parfois la théorie de Lott-Sturm-Villani, avec du nom de moi-même, de John Lott, et puis d'un troisième larron qui travaillait en parallèle sur le même genre de problème, avec des techniques un peu complémentaires. Alors je vais vous résumer ce qu'on a fait, ou du moins une idée qui prédominait à cette rencontre entre les trois champs,
le champ de Boltzmann, le champ de Riemann, et puis le champ de Kantorowicz, et on va appeler ça l'expérience du gaz paresseux. C'est encore une fois un point de vue sur la courbure, mais un point de vue inhabituel. Souvent en mathématiques, le progrès se fait en reconsidérant des choses qu'on connaît déjà, mais sous un angle nouveau. De la même façon que Riemann, en son temps, avait reconsidéré la géométrie développée par Gauss, mais sous un angle nouveau, et ça avait donné naissance à la géométrie non euclidienne. Alors, c'est comme toujours un travail d'équipe, et il y a en particulier les contributions de ces 7 ou 8 chercheurs qui sont indiqués ici. Et l'expérience, c'est une expérience de pensée qui va relier la courbure, le problème d'optimisation de Kantorowicz et le problème de l'entropie du désordre. Et c'est comme ça, disons, que vous pourriez expliquer la courbure de Ricci en l'occurrence, à Boltzmann, s'il sortait de sa tombe, là, comme on a vu tout à l'heure, en des termes qu'ils comprennent facilement. Traditionnellement, on explique la courbure en termes de géodésique. Le géodésique, c'est le trajet de la lumière, et une façon de dire que la courbure est positive, une façon qui est apparentée à ce que je racontais tout à l'heure sur la forme des triangles, c'est dire qu'un espace à courbure positive est un espace dans lequel on surestime toujours la surface des objets lumineux. Vous voyez ici, vous reconnaissez un triangle gras, avec des angles, somme des angles plus grandes que 180 degrés, typique de la courbure positive. Et si je me mets ici, et que j'observe une source lumineuse qui a une certaine surface, comme les rayons lumineux sont tordus du fait de la courbure, eh bien, quand je vais essayer de reconstituer la source lumineuse, je vais me tromper, parce que je vais extrapoler en fonction des directions qui arrivent ici, et je vais trouver une source lumineuse plus grande qu'elle n'est en vérité, un peu comme un mirage. Ça, c'est le phénomène de courbure positive. C'est comme ça qu'on l'explique traditionnellement. Et maintenant, je vais vous donner une façon complètement différente de l'expliquer. Et là encore, comme toujours en mathématiques, le même nom a 2 choses différentes. On verra que ces 2 explications très différentes correspondent à la même notion de courbure. Donc, expérience du gaz paresseux, vous avez un gaz qui est là, et puis il vous est donné avec une certaine des régions de haute densité et de basse densité. Au lieu de le laisser évoluer comme bon le semble, vous allez le forcer à acquérir une autre configuration avec certaines autres régions de haute densité, d'autres régions de basse densité. Vous connaissez le départ, vous connaissez la fin, vous intimez au gaz l'ordre de changer de configuration en 1 minute. Il y a une réforme à faire, hop, voilà, il faut changer. Et le gaz étant paresseux, il va faire ça, il va obéir, mais il va utiliser la solution qui lui permet de dépenser le moins d'énergie cinétique possible. Moindre énergie, comme dans le problème de Kantorowicz. Et ce faisant, vous mesurez son entropie, depuis le temps t égale 0 jusqu'au temps t égale 1 minute, et vous reportez l'entropie sur un graphique. Eh bien, si cette courbe de l'entropie en fonction du temps, c'est toujours une fonction concave du temps, ça veut dire que vous êtes dans un espace à courbure positive. Et vous voyez comme tout s'imbrique. Du fait que le gaz veut dépenser le moins d'énergie possible, les différentes particules vont suivre des chemins de plus basse énergie, des courbes géodésiques. Du fait qu'on est en courbure positive, ces géodésiques, elles ont tendance à se rapprocher après s'être écartées. Comme vous vous souvenez sur la sphère, les 2 géodésiques, elles se rencontraient une fois, et puis elles s'écartaient, et puis elles se rencontraient à nouveau. C'est un peu comme ici. Donc elles sont plus écartées au milieu. Comme elles sont plus écartées, le gaz est plus étalé. Comme le gaz est plus étalé, son désordre est plus grand. C'est un peu comme tout à l'heure, quand on laissait le gaz envahir toute la boîte. L'entropie était plus grande quand le gaz envahissait toute la boîte. Ici, l'entropie est plus grande quand la densité est plus basse. Et voyez comment les 3 concepts s'embriquent pour lier courbure, minimisation de l'énergie et l'entropie. Alors évidemment, ça c'est qualitatif comme explication. Ça ne vous dit pas exactement pourquoi l'entropie, comment et tout ça, mais c'est l'idée de départ qui est le point qui commence toute une théorie. Alors, j'ai écrit tout un ouvrage qui est en grande partie basé là-dessus, qui développe cette histoire. C'était il y a 5 ans, 6 ans. Je suis en train de le réviser parce que les progrès ont été tellement considérables depuis 6 ans que le besoin s'est fait sentir d'ajouter un nouveau chapitre. Pas grâce à moi, mais grâce aux contributions d'une grosse dizaine de collaborateurs motivés, de contributeurs motivés. Un bouquin d'un petit millier de pages, et un bouquin qui résolvait certains problèmes de géométrie.
C'était un problème qui semblait être purement de la géométrie, mais dans lesquels on n'avait pas la solution tant qu'on n'avait pas introduit ces concepts d'entropie et ces concepts d'optimisation. Comme je disais, souvent en mathématiques, les nouveaux concepts se rencontrent par le biais de la rencontre des personnes, et les nouveaux concepts vont permettre de résoudre des anciens problèmes. On est tellement conscient en mathématiques du rôle de ces rencontres qu'on a des institutions qui sont spécifiquement dédiées à faire se rencontrer les gens. L'Institut Henri Poincaré, que je dirige depuis quelques années, ce n'est pas un institut dans lequel il y a des chercheurs qui travaillent sur certains problèmes. C'est un institut dans lequel des chercheurs viennent sans jamais rester plus de 3 mois. Ils viennent, ils se rencontrent, on définit des programmes, on définit des thèmes, on invite des gens, il y a des colloques, il y a tout un système, différentes formules de rencontres. Ici dans la salle, il y a un organisateur d'un de ces programmes qui a pu y avoir dans cet institut Poincaré. Et dans ces sujets, on va inviter des gens d'un peu partout dans le monde. Des spécialistes de ceci, de cela, ils vont se rencontrer. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais on est persuadé qu'il en sortira des choses qu'on n'avait pas prévues et qui seront bien plus intéressantes que ce qu'on avait en tête. Et chaque année, il y a peut-être 500 chercheurs invités qui viennent là discuter de tel ou tel sujet. Des mathématiciens, des physiciens, physiciens théoriciens. Toutes sortes de personnes pour lesquelles le contact et la discussion jouent un rôle fondamental. Comme quoi, et c'est là qu'on voit le sens complet du titre que j'ai donné, mathématiques, même si on présente ça comme une science dure, une science théorique, quoi que ça veuille dire, c'est finalement, comme toutes les autres sciences, une science humaine. Je vous remercie. Je prends des questions s'il y en a, avec plaisir. Ici devant, au premier rang. Merci pour votre brillant exposé. Et il a soulevé chez vous une question qui est la suivante, en fait. Vous avez démontré à quel point les mathématiciens faisaient avancer, je dirais, la discipline et, je dirais, la pensée humaine dans le cadre des mathématiques, sans pouvoir connaître les applications de leur découverte, tout simplement. Souvent sans connaître à l'avance les applications. Bien sûr, oui, sans connaître. Souvent, oui. Est-ce que c'est pour vous un objet de doute et qui vous arrête dans vos travaux? Et est-ce que vous avez déjà ressenti ce doute? Doute pourquoi? Doute, est-ce que vous perdez la foi dans cet élan de connaissance, de progression dans la connaissance mathématique, puisque vous travaillez vers un but que vous ne connaissez pas? Pour le mathématicien, souvent le but en soi est la théorie qu'il développe, pas forcément l'application. Pour beaucoup de mathématiciens, même à des degrés divers. Il y a eu un temps où même les mathématiciens auraient tiré orgueil de ce qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait, ne voulaient pas le savoir et espéraient que ça ne servirait jamais à rien. Ce temps est révolu. Maintenant, les mathématiciens sont plutôt fiers quand ça a des applications. Mais pour la plupart, ce n'est pas la motivation première. En science, il y a un triptyque habituel. Décrire, comprendre, agir. Agir peut être reproduire, peut être prédire, etc. Dans la démarche du mathématicien, très clairement, c'est la phase comprendre qui est la plus valorisée et la plus motivante. Le mathématicien, ce qu'il veut, c'est vraiment comprendre les relations, les objets, les façons de calculer, tout ça, et après passer le flambeau à d'autres. Ils peuvent être des physiciens, qui peuvent être des ingénieurs, qui vont utiliser ces concepts. Parfois, c'est peut-être aussi comprendre, comme dans le cas de Kantorowicz, comprendre ce qu'il y a derrière les applications ou les techniques qu'utilisent certains. Dans la théorie des ondelettes, l'une des variantes modernes de l'analyse harmonique, de la décomposition en ondes,
le monde élémentaire, il y a eu le besoin de formaliser mathématiquement une approche qui était utilisée de manière empirique par des ingénieurs spécialistes d'exploration pétrolière. Il y a des exemples comme ça. Mais pour le mathématicien, principalement, le but, c'est comprendre. Est-ce que les mathématiques ont souvent, c'est mon interprétation, je vous demande la vôtre, ont souvent été à l'origine un espèce de jeu de l'esprit qui a essayé de démontrer un petit peu le monde qui nous entoure. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde justement n'a pas un certain besoin de mathématiques? Je pense souvent aux économies d'aujourd'hui, par exemple, et tout ce qui se passe en bourse, donc la pratique. La mathématique a été développée au tout début, je pense, pour résoudre des problèmes. Des problèmes qui voulaient être pratiques, des problèmes de transaction, des problèmes de cadastre, des problèmes de prédiction. L'astronomie a été un grand facteur de développement mathématique. Et puis après, ça a été un aller-retour, on pourrait dire une dialectique pour parler de manière un peu savante, entre le développement de la théorie et puis le développement des applications, avec des allers-retours entre les deux, et en partie quelque chose qui a acquis sa vie propre. Il y a beaucoup plus de mathématiques utilisées dans le monde d'aujourd'hui, dans les comportements d'aujourd'hui, que ce qu'il y en a eu par le passé. Et il est vrai qu'on trouve maintenant beaucoup de mathématiques ou tentatives d'utiliser des équations et des raisonnements mathématiques aussi élaborés que possible dans des domaines tels que l'économie et la finance, qui ont acquis une importance considérable aussi et qui échappent souvent à ceux qui sont chargés, à ceux qui en ont fait leur métier. La réponse est à avoir au cas par cas. Est-ce qu'on a besoin de plus de mathématiques ou pas? Ça dépend des situations. Il y a des situations dans lesquelles le problème est mathématisable, mais ça n'a pas encore été assez étudié. Il y a des situations dans lesquelles le problème semble intrinsèquement hostile à une modélisation mathématique, ou du moins une modélisation mathématique précise. Il y a tous les cas de figure. Vous avez parlé de la finance. Finance, c'est un cas typique pour lequel il y a un gros corpus mathématique, mais qui ne s'applique pas à la vraie vie, ou du moins pas directement. En finance, on fait toutes sortes d'hypothèses simplificatrices qui permettent d'avoir beaucoup de formules, de faire des calculs, de faire des actions, mais les hypothèses en question, elles sont quasiment jamais remplies. Et c'est la litanie de ce que vous disent, les gens dans la finance. On suppose que les fluctuations sont gaussiennes alors qu'en vrai elles ne sont pas gaussiennes. On suppose que les acteurs sont indépendants alors qu'en vrai ils ne sont pas indépendants. On suppose que ceci alors qu'en vrai non. On suppose que cela, et ainsi de suite. En économie, c'est très variable. Pour caricaturer, en microéconomie, quand vous avez des comportements individus et des choses qui peuvent être moyennées sur les statistiques, ça s'applique très bien. En macroéconomie, ça s'applique très mal, pour caricaturer. Parce qu'au niveau d'un pays, vous avez des questions culturelles, des questions événementielles qui jouent un rôle fondamental et très dur à prédire. Tout dépend de la situation. Et s'il est clair qu'en physique, la mathématique a eu historiquement une efficacité phénoménale, dans les autres sciences, c'est moins simple. Pas parce que la mathématique est moins efficace, mais parce que les autres sciences sont plus complexes. Autre question? Là-bas, j'en ai vu tout au fond. Bonjour. J'aimerais rebondir sur un élément que vous avez évoqué. Plus fort, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais rebondir sur un élément que vous avez évoqué, qui est la rencontre entre les scientifiques en général, les mathématiciens en particulier, et par exemple l'industrie. Vous évoquiez le cas du contreplaqué, et également le fait que de plus en plus de mathématiciens souhaitent connaître l'usage pratique de ce sur quoi ils travaillent. J'aimerais savoir, de votre point de vue, si les vecteurs ou les lieux de la rencontre et de l'échange, de ce point de vue-là, existent suffisamment aujourd'hui, ou pourraient être développés, ou si vous auriez des idées de pistes, par exemple, pour améliorer ce nouvel état d'esprit. Les lieux, ce sont, dans le désordre,
les universités, les pôles de compétitivité, les instituts de recherche. Le lien est certainement améliorable. J'espère bien, par exemple, qu'à l'Institut Poincaré, on va se développer dans cette direction. En tout cas, on a un projet d'agrandissement, de développement, dans lequel une des faces est le développement d'interactions, conférences, par exemple, à destination de l'industrie ou de problèmes croisés, de type d'industriels qui posent des problèmes et des mathématiciens qui se renseignent sur le genre de problématiques. On a déjà fait des expériences comme ça à l'Institut Poincaré à travers une agence maths entreprise qui a été fondée il y a quelques années. Donc il y a la situation est très perfectible, même si dans une certaine mesure, ce brassage se fait nettement mieux maintenant qu'il n'a pu se faire dans le temps. C'est important, ce concept de rencontre physique. Je veux dire, pour ce genre de problème, pour ce genre de questions, je ne crois pas à la possibilité d'espace virtuel. La pratique montre, en tout cas c'est mon expérience, que les espaces virtuels sont très efficaces pour la collaboration entre acteurs qui se connaissent déjà, mais pas pour la mise en présence, pour la rencontre d'acteurs qui ne se connaissent pas a priori. Oui, je crois que c'est à moi. Vous avez expliqué tout à l'heure que, en fait, quand vous faites une découverte, ça veut dire qu'il y en a trois, encore plus, excusez-moi, plus fort, plus près en fait. Quand vous faites une découverte, ça veut dire qu'il y en a trois nouvelles qui vont arriver, et qu'en fait, c'est ce que je symbolise par un espèce d'entonnoir, c'est-à-dire que plus on comprend et plus on sait les choses, plus on comprend qu'on ne sait rien, et plus on comprend qu'on en a encore plus à découvrir. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté au niveau du jeu d'échecs, qui est exactement la même chose, et ce qui peut conduire à des névroses et à de la folie. Ce que je voulais savoir, ma question porte sur est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez, pas vous personnellement, mais peut-être l'ensemble des scientifiques que vous côtoyez, ce genre de névrose, ce genre de folie, comment est-ce qu'on la combat? Alors, ça c'est en vrai bien. Votre formule est exacte. Plus on découvre et plus on va découvrir beaucoup de choses, mais en même temps, plus on comprendra que ce qu'on sait, c'est minuscule par rapport à l'ensemble. Et on le voit même quand de grands problèmes ouverts sont démontrés, on comprend que ça doit être qu'une petite brique par rapport à quelque chose d'énorme. Ça peut être effrayant, effectivement. Il y a un rapport assez différent aussi, même d'une branche mathématique à l'autre. Par exemple, il y a des domaines de mathématiques dans lesquels les gens auront l'image de quelque chose de très bien construit avec quelques zones d'ombre graves mais qui sont identifiées. D'autres dans lesquels on aura l'image d'une grande zone d'ombre avec quelques îlots de lumière. Dans les équations et dérivées partielles, c'est plutôt comme ça. Alors que dans certaines branches, théorie des nombres, on a un bel édifice avec juste quelques trous célèbres. Et le domaine dans lequel on va se placer aussi peut refléter, enfin, je veux dire, si on trouve effrayant tel domaine, on pourra se réfugier dans un autre. Même si on trouve effrayant tel problème, le fait qu'il y ait tellement de choses qu'on ne connaît pas, on peut toujours se limiter à améliorer quelque chose de déjà connu, en tout cas à restreindre soi-même son univers. Beaucoup de gens le font de manière plus ou moins inconsciente. Même chose au niveau du monde. On peut trouver que tout ce qui se passe dans le monde est quelque chose d'effrayant et se limiter à ce qui se passe près de chez soi. On peut comprendre que l'univers est quelque chose d'immensément dément, si l'on veut, avec ces distances phénoménales et tout ça. Et l'oublier, on peut ne pas y penser. Peut-être vous connaissez cette série d'ouvrages, l'autostoppeur galactique, dans laquelle il y a un supplice qui consiste à punir les délinquants, les criminels, en les mettant dans une machine qui leur fait prendre conscience de leur place dans l'univers. Et aussitôt, ils deviennent fous, à moins d'avoir un ego monstrueusement développé, ce qui en pratique est impossible, sauf des êtres d'exception. Il y a un petit peu de ça. Une fois qu'on prend conscience de combien peu on connaît, on peut devenir fou, mais on n'est pas obligé d'affronter cette vérité d'une manière dramatique. Ouais.
Bonjour. Donc, moi, ma question serait... déjà, au début, vous avez dit qu'il y avait de plus en plus de mathématiciens aujourd'hui par rapport à avant. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une idée de pourquoi et qu'est-ce qui motive les jeunes à devenir mathématiciens? Alors, premièrement, de manière assez paradoxale, s'il est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y en a aussi de moins en moins qui sont motivés pour le faire. Du moins dans les sociétés occidentales. L'accroissement considérable, il vient du côté surtout des pays en voie de développement, en particulier en pratique du côté de la Chine et de l'Inde. Ce sont des pays dans lesquels le nombre de chercheurs augmente massivement. L'accroissement du nombre de chercheurs, il n'y a pas de mystère. Il y a un accroissement de la technologie, de la science de manière générale, du fait qu'on a besoin de mathématiciens un peu partout, du fait qu'on est embarqué dans toutes sortes de grands projets technologiques partout et que notre société est beaucoup plus technologique qu'avant. Et puis de ce que le champ des connaissances augmente, de sorte qu'on a besoin de plus en plus de spécialistes pour couvrir l'ensemble. En revanche, ce qui est paradoxal et qui pose du souci à beaucoup de gens, c'est la diminution du nombre des vocations. Des jeunes chercheurs, mais aussi des jeunes enseignants. Alors que, justement, il y en a plus besoin que jamais, peut-être. Si on vous demande, si vous demandez à des scientifiques quel est le problème numéro 1 pour eux dans la science en Europe, je pense qu'une bonne partie sera d'accord sur le fait que le problème numéro 1, c'est le renouvellement des générations de scientifiques. Et par exemple, surtout dans les filières théoriques, mathématiques, physiques, vous trouvez dans pas mal d'universités des filières dont l'existence même est menacée par le très faible nombre d'élèves par rapport au nombre d'enseignants. Ça ne sert à rien d'avoir des universités bien organisées et performantes s'il n'y a pas d'élèves à qui transmettre le savoir. Donc la question de la motivation, elle est délicate. Alors, qu'est-ce qui fait que les jeunes manquent de motivation? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est très dur à appréhender la motivation. C'est des grands mouvements culturels et tout ça. Justement, on pourrait penser que c'est un moment extrêmement motivant pour devenir scientifique. Il y a plein de théories se font à grande vitesse. Vous avez des choses qui se passent en ce moment, comme le développement de l'intelligence artificielle, qui est une réelle révolution, la biologie, l'informatique qui avance à toute allure, la mathématique qui continue à se développer, de même que les autres disciplines théoriques, les interactions entre sciences qui sont plus actives que jamais, et puis le dialogue entre théorie et technologie qui a repris. C'est vraiment une bonne époque pour faire de la science. Mais il y a un réel souci sur les vocations. C'est pour ça, on a besoin d'enseignants motivés, on a besoin de chercheurs qui se lancent. Le problème des carrières scientifiques, un des problèmes des carrières scientifiques, c'est que ça peut être effrayant parce qu'il est clair que c'est long et il est clair que c'est se spécialiser. Mais de nos jours, le monde a besoin de spécialistes. Le monde a besoin de spécialistes. Être spécialiste n'empêche pas de voir ce qui se passe autour de vous et de dialoguer avec toutes sortes d'autres champs de la connaissance. Mais le monde a besoin de spécialistes. Pardon, on va prendre une dernière question parce que le professeur Villani a un agenda extrêmement précis. Et alors deux peut-être. Il y avait le monsieur là qui avait levé juste à côté. Pour rebondir sur cette question de motivation et de vocation, j'ai souvent constaté dans mon entourage que l'intérêt pour les mathématiques passe par une capacité à s'émouvoir devant la beauté, devant l'esthétique d'une démonstration, d'une équation, d'un théorème. Est-ce que dans vos fréquentations avec les jeunes générations, je parle de lycéens notamment, vous constatez encore cette capacité à s'émouvoir comme on peut s'émouvoir devant un tableau ou une œuvre musicale? Il est certain, bon, j'ai un discours peut-être classique dans ce genre, mais comme je répète sans arrêt, je répétais encore tout à l'heure aux jeunes, ce qui compte dans un cours de mathématiques au niveau du collège, du lycée, c'est la capacité à apprendre à faire des démonstrations, à calculer juste, mais aussi à raisonner juste, mais aussi à trouver juste, à
à exercer son imagination pour faire des preuves. Le reste, les réflexes, les théorèmes, de toute façon, on les oublie. Ce sont les états d'esprit et les réflexes qu'il faut mettre en place. Et effectivement, cette capacité à s'émouvoir peut-être. De manière générale, le métier de scientifique, c'est un métier dans lequel il faut garder sa capacité de s'émouvoir sur quelque chose de précis et à concentrer son attention. Et pas avoir peur de passer beaucoup de temps sur une petite question, sur une question qui semble être un petit détail et à s'y immerger à fond. Très important pour un chercheur, c'est même au-delà de la compétence technique, c'est la capacité à pouvoir se focaliser, à faire que pendant une heure ou une journée ou un mois ou des fois une année, vous allez vous mettre tout entier sur un problème et penser à lui de manière très intense jusqu'à ce que vous ayez trouvé le truc qui va permettre de le faire avancer. Et effectivement, ce genre de choses, en tout cas je pense, pour y accéder à un petit peu de l'émotion qu'on a là-dedans, il ne s'agit pas, quand on est au niveau du lycée, de s'acharner pendant un mois sur un problème, mais au moins sur une heure ou quelques jours à chercher un problème, ce serait une erreur. C'est une erreur certainement de penser qu'on va rendre les choses plus attractives en les simplifiant. Si vous simplifiez la discipline, vous aboutissez à quelque chose de fadasse, quelque chose de simple. Pourquoi s'intéresser à quelque chose qui est donné tout cuit? S'il n'y a pas une notion de, quelque part, triomphe sur l'effort, même un petit effort, on n'arrive pas à quelque chose d'exaltant. Donc peut-être que l'une des clés est là derrière. En tout cas, ça fait longtemps que, un peu partout, je dis, comme d'autres avec moi, il faut remettre plus de démonstrations dans les programmes, il faut augmenter les horaires, il faut insister sur le fait que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la solution de l'exercice, il faut donner des exercices et encore des exercices et laisser les jeunes chercher, même s'ils ne trouvent pas, et puis etc., etc. Pour l'instant, ce genre de cri semble avoir eu peu d'effet. Mais les voies des éducations nationales sont impénétrables. Dernière question pour vous avez choisi de communiquer avec le public les conférences, mais aussi le passage par le récit. À quel besoin intellectuel a répondu chez vous la création de ce récit? Et quel a été l'accueil de ce récit dans le monde des mathématiciens? Très franchement, le récit, c'est encore une histoire de rencontre. Donc j'ai publié en 2012 chez Grasset ce récit Théorème vivant qui présente le périple du mathématicien à la recherche de son théorème, avec ses échanges avec ses collaborateurs, avec les discussions sur 3 continents différents pendant 2 ans et demi, avec toutes sortes d'errances et de rebonds et de coups de théâtre. Et je l'ai présenté comme un roman d'aventure, si l'on veut, avec aussi toutes sortes de contextualisations et sans expliquer l'objet de la recherche même, mais juste en insistant sur les circonstances et la partie aventure. C'était pas un besoin que j'avais. Et je ne me serais jamais livré à cet exercice si je n'avais pas rencontré un éditeur qui, lui, avait en tête, qui cherchait un ouvrage pour sa collection. Donc c'était le directeur des éditions Grasset, et il se disait, bon, voilà un mathématicien qui a l'air intéressé à communiquer, c'était avant la médaille Fields, peut-être, lui, il va pouvoir nous expliquer ce que font les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Et moi, je m'en fiche de savoir qu'est-ce que c'est l'entropie ou qu'est-ce que c'est les gaz et tout. Je veux savoir ce qu'ils font de leur journée. Et ça, c'était la discussion avec Olivier Nora. Et j'ai été très surpris, honnêtement, par cette idée. Moi, j'avais en tête d'écrire des ouvrages, oui, mais des ouvrages de vulgarisation. Peut-être des ouvrages qui parlent d'entropie, justement. Des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est curieux, je ne sais pas comment faire, mais je vais réfléchir à la façon de faire. Et puis je me suis dit que, disons, je l'ai pris au sérieux, quoi. Je l'ai pris au sérieux, et puis je me suis dit qu'effectivement, si on passe notre temps à dire que la science est une aventure aux jeunes, montrons-le. Prenons un exemple. Alors j'ai imaginé de prendre une unité d'action. Un théorème qui va être le but, comme une sorte de fil rouge, et je voulais qu'à travers ça,
on rencontre un peu toutes les situations auxquelles le scientifique est confronté. Et j'ai eu la chance d'avoir cette aventure particulièrement tortueuse. Alors je me suis dit, je vais en extraire de là toutes les différentes situations. Quand vous soumettez votre article, quand il est refusé, quand vous discutez avec un tel, quand vous faites un séminaire, quand vous voyagez en colloque, quand vous n'arrivez pas à vous concentrer parce qu'il y a vos gamins, etc. Tout ce qui est en vrai le quotidien du scientifique. C'était pas un besoin au départ. Après, une fois que l'affaire était lancée, je veux dire, il y avait cette idée que c'était quelque chose de spécial. Et pour la première fois, j'allais essayer de montrer vraiment, complètement comment c'est le monde du chercheur et qu'il y avait une occasion d'avoir un rôle de témoin qui serait peut-être unique. L'ouvrage a été extrêmement bien reçu dans l'ensemble par le public. J'ai reçu des centaines et des centaines de courriers électroniques, de lecteurs vraiment enthousiastes. Il y a un biais, évidemment, quand les gens sont enthousiastes, ils vous le font savoir. Quand ils sont déçus, ils ne vous le font pas savoir, ou peut-être ils le postent sur Internet. Mais c'est normal qu'il y ait un biais comme ça. Mais enfin, quand même, je pense sur 300 messages, peut-être, j'en ai reçu 2 de personnes qui n'étaient pas contentes. On ne comprend rien dans votre livre. Au contraire, les gens, dans l'ensemble, ont trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment particulier. Du côté des mathématiciens, je pense qu'il y a eu une réelle surprise au départ. Un peu de méfiance peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un coup médiatique? Comment c'est? Et puis après, ils se sont rendus compte, j'ai reçu pas mal de témoignages de la part de mathématiciens qui m'ont dit « Tout ce que tu racontes, c'est exactement ce que j'ai vécu, même si moi je fais de l'algèbre et toi des équations de dérivées partielles, c'est tout pareil. » D'autres qui m'ont dit « J'ai eu l'impression de revivre les années où j'ai démontré mes grands théorèmes dans les années ceci et cela. » Et puis ils ont vu que ça marchait auprès du public, quoi. Il y en a qui m'ont écrit grâce à toi, et Thésard qui m'ont écrit grâce à ton livre, ma famille comprend enfin ce que je fais. Il y en a qui m'ont écrit ça y est, enfin on parle de nous, de la façon dont on travaille et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait offrir le livre, il y a des gens dans leur entourage qui en ont parlé, disant l'ouvrage c'était un moyen pour les collègues scientifiques de parler, d'avoir une base pour alimenter les conversations avec les autres, pour communiquer. Ça a marché de ce point de vue-là, beaucoup mieux que ce que j'espérais moi-même. Ah ouais. Donc il y avait un réel risque, je crois, mais ça a vraiment bien marché. Voilà. Merci. Je suis absolument désolé de frustrer ceux qui avaient encore envie de vous poser des questions, mais vraiment vous êtes tenus par un horaire et on vous avait promis qu'on ferait bien attention à vos engagements. Je voudrais, monsieur le professeur, vous remercier, vous dire que je suis très heureux de ne pas aller à l'école parce que comme toujours, quand on avait des très grands professeurs de mathématiques, on comprenait parfaitement bien ce qu'ils nous disaient pendant qu'ils dispensaient le cours, et le lendemain, quand on avait l'interrogation écrite, on parlait des dérivés alors qu'on était sur les intégrales. Voilà. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comme il n'est pas question de partir sans montrer qu'on est tous très très bons, je voudrais vous dire que le mouchoir fait 1 hectare, 38 arts et 24 centiards. Merci.